Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'automobile dans tous ses états. Le sujet du jour, l'automobile est-elle durable ? Chaque année en France, près de 1,5 million de véhicules arrivent en fin de vie et deviennent des VHU ou des véhicules hors d'usage. Tout ceci génère une masse de déchets comprise entre 1,4 et 2 millions de tonnes, une capacité que le réseau de démolisseurs et broyeurs traite sans aucun souci. Reste que le consommateur se trouve coincé entre des politiques qui interdisent aux propriétaires de rouler dans leurs vieilles autos et le fait que prolonger la vie d'une vieille auto bien entretenue évite pourtant d'ajouter à des destructions prématurées. D'où notre titre, l'automobile est-elle durable ? Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Flavien Neuvy est responsable de l'Observatoire de l'automobile du CTLM et à ce titre témoin privilégié des modes de consommation automobiles. Loïc Bérosé est le PDG d'Indra, un réseau de plusieurs centaines de recycleurs automobiles qui collectent, déconstruisent et revendent. Sylvain Giraud est vice-président de l'Alliance nationale des experts automobiles et il nous dira si l'usage de la pièce de réemploi a changé le visage de l'expertise. Enfin, Philippe Renaud est le directeur de Careco qui regroupe 80 recycleurs et propose plusieurs millions de pièces de réemploi. Messieurs, il est clair qu'il y a aujourd'hui, je l'ai évoqué dans l'introduction de cette émission, on a un réel problème. On a d'un côté des politiques qui nous disent les voitures de plus de 15 ans, on n'en veut plus dans nos centres-villes parce que ça pollue. Alors on sait qu'il y a aussi des solutions, de l'éco-entretien, de l'éco-révision, des choses comme ça. Et puis on voit des publicités qui se sont mises en place ces dernières années où on vend de plus en plus d'autos en LOA, en LLD. Et quand c'est en LOA, location avec option d'achat, ça veut dire que tous les 3-4 ans, on vous encourage à laisser cette voiture et à en prendre une neuve. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans une position schizophrène, Flavien Neuvy ? Alors oui, c'est vrai qu'en matière automobile, on peut dire sans prendre de risque que les pouvoirs publics manquent de continuité dans les actions et dans les décisions qu'ils prennent. Il y a plein d'exemples, on ne va pas tous les reprendre, mais l'exemple du bonus-malus, pour moi, est l'exemple emblématique. Il y a quelques années, à l'issue du Grenelle de l'environnement, les pouvoirs publics incitent les Français à acheter des voitures qui émettent moins de CO2 pour lutter contre le changement climatique, en disant c'est ça la priorité. Donc on va inciter les Français à acheter des petits modèles qui émettent peu de CO2, donc des petits modèles diesel. Et quelques années plus tard, on nous dit ah non, c'est épouvantable le diesel, il faut tout arrêter, on va tous se remettre à l'essence. On va tous se remettre à l'essence, donc on va émettre plus de CO2 pour lutter contre les particules fines, etc. Et cet exemple illustre bien ce que vous dites, c'est-à-dire que l'automobiliste dans tout ça, il est pris entre plein de feux et il ne sait pas réellement ce qu'il faut faire. Concernant les vieux véhicules, il y a quand même quelques éléments qu'il faut avoir en tête, deux qui peuvent paraître un peu contradictoires. Le premier, c'est que objectivement, les véhicules qui ont plus de 15 ans sont des véhicules qui sont extrêmement polluants, même si on peut les améliorer, même si on peut faire certaines choses sur les moteurs. Dites-moi si je me trompe, 30% du parc, 70% de la pollution ? Ah oui, 30% du parc sur les plus de 10 ans. Oui. Hein, pas les plus de 15 ans, mais oui, sur les plus de 10 ans, oui, absolument. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on veut vraiment lutter contre la pollution atmosphérique dans les grands centres urbains, améliorer la qualité de l'air, il faut effectivement se préoccuper de ce sujet-là, mettre les vieux véhicules hors de la route. Mais ça posera la question effectivement du recyclage des véhicules, même si aujourd'hui je pense qu'on a une filière qui est vraiment très opérationnelle dans ce domaine. Mais la vraie question, c'est que celles et ceux qui ont aujourd'hui des véhicules de plus de 15 ans, en règle générale, sauf pour les collectionneurs, c'est pas un choix particulier, c'est simplement que économiquement, ils n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule à 15 000 € aujourd'hui qui répond aux normes Euro 6. Donc il faut faire attention à ne pas vouloir aller trop vite, et quand on prend des mesures qui sont très restrictives, et notamment l'interdiction pure et simple de l'utilisation de certains véhicules dans Paris, par exemple, on prend effectivement le risque d'exclure un certain nombre d'automobilistes qui n'ont pas le choix et qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler et qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule beaucoup plus récent. Oui, d'autant qu'il y a aussi quelque chose qui paraît assez étonnant. J'ai l'impression, quand je vois la situation dans le monde, que dans beaucoup de capitales, on privilégie le 2 roues motorisé, les vélos bien évidemment, mais le 2 roues motorisé, parce que logiquement, l'empreinte au sol d'une voiture, c'est 4 2 roues. Et un scooter 125 récent, ça consomme 2,5 litres au 100. Donc vous transportez 4 personnes avec 4 véhicules qui consomment 2,5 litres au 100 et vous ne déplacez pas une voiture d'une tonne 2, une tonne 4 qui a une empreinte au sol, une usure, un bilan carbone qui sont pas les bons. Donc là, effectivement, il y a un problème. Oui, mais je crois qu'on est au tout début en fait de ces mesures de restriction dans les grandes métropoles. C'est vrai que si on regarde la Chine, par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a des mesures très dures qui sont prises
pour restreindre l'usage de la voiture parce qu'il y a des vrais problèmes de pollution qui sont autrement plus graves que ceux que l'on connaît aujourd'hui en Europe en général et en France en particulier. Et puis aussi, on le voit en Amérique du Nord. Bref, utiliser sa voiture au quotidien, sa voiture thermique au quotidien dans les grandes métropoles sera de plus en plus difficile. C'est clair. L'un d'entre vous veut réagir là-dessus? N'hésitez pas. Oui, juste pour dire, néanmoins, les pouvoirs publics ont largement encouragé le véhicule durable, et on en parlera certainement autour de cette table ronde. On peut en parler dès maintenant, d'ailleurs, je vous y encourage. Avec un décret qui a été publié sur la pièce de réemploi. Mais tout le paradoxe, vous l'avez souligné, c'est que l'exercice trouve sa limite dès lors qu'il est question de normes environnementales. Donc les pouvoirs publics, d'un côté, ils encouragent, et puis de l'autre, il y a des contraintes de normes environnementales qui ne sont d'ailleurs pas à l'échelle de toute la France. Là, on a parlé de l'exemple de, même pas l'Île-de-France, de Paris uniquement. Donc on ne peut pas dire que les pouvoirs publics n'encouragent pas cette économie circulaire et la pièce de réemploi, mais l'exercice a trouvé ses limites avec une décision de la mairie de Paris uniquement. Oui, et puis en plus, je veux dire, l'amendement, il a quoi? Il a 6 mois, même pas 30 mai 2016, applicable au 1er janvier 2017. Voilà, donc depuis le temps qu'on nous en parle, depuis le temps qu'on nous dit que c'est une cause qui mérite qu'on s'y intéresse, ça arrive, ça vient d'arriver là maintenant. Et le problème, c'est qu'on a un petit peu l'impression que, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer sur ce plateau, il y a une course à l'échalote entre Madame, en tout cas à Paris, entre Madame Hidalgo et Madame Royal, à savoir quelle sera la première, et puis moi je vais faire un petit peu plus, et ceci et cela. C'est pour ça que visiblement l'application, la verbalisation à Paris, en tout cas des contrevenants, a été repoussée au 1er janvier, date de l'entrée en vigueur de la loi de transition pour la transition énergétique, votée par Madame Ségolène Royal. Donc on est... Enfin, je ne sais pas ce que ça peut vous Oui, inspirer. alors je ne suis pas sûr qu'on soit là pour faire de la politique. Non, mais c'est pas... Si de façon sous-jacente, il y a un règlement de compte ou une course à l'échalote entre ces dames... Non, je parlais pas de règlement de compte, mais on nous dit que c'est une grande cause, et c'est effectivement une grande cause, c'est un réel problème, mais on a enfin ça part un petit peu dans tous les sens. Et il me semblait que sur les pièces de réemploi, il y avait comment je pourrais dire ça, il y avait des textes de mise en application qui n'étaient pas d'une clarté totale, me semble-t-il. Je me trompe quand je dis ça? Vous l'avez étudié bien mieux que moi, cet amendement. Oui, alors vous faites allusion là au décret du 30 mai 2016, applicable au 1er janvier 2017. Donc la loi a été votée, donc loi de transition énergétique, vous y faisiez référence, promulguée à l'initiative de Ségolène Royal en août 2015. Le décret 30 mai 2016, il est applicable au 1er janvier 2017. Reste à connaître de façon précise, et elles sont en cours d'élaboration à ma connaissance, les circulaires qui vont donner des précisions relatives à l'application du décret. Néanmoins, nous considérons qu'il est clair, puisqu'il dit que tout professionnel de la réparation ou de l'entretien doit permettre aux consommateurs d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire en lieu et place de pièces neuves. Donc c'est majeur, c'est-à-dire que le professionnel, il doit mettre le consommateur en situation d'opter. C'est pas si le particulier demande expressément des pièces de réemploi que le professionnel ira les chercher. Tel qu'il est rédigé, le professionnel a l'obligation de proposer, avec certaines restrictions, certaines contraintes, on en parlera peut-être. Oui. Mais néanmoins, donc c'est un signe majeur, et c'est bien là la résultante de l'action des pouvoirs publics pour aller vers le véhicule durable et promouvoir l'économie circulaire. Mais on y reviendra tout à l'heure, parce que je pense que ça va intéresser ceux qui nous regardent. La différence entre les pièces neuves, on a un petit schéma qu'on passera tout à l'heure. La différence entre les pièces neuves et les pièces de réemploi, on peut aller jusqu'à 90% moins cher que les pièces neuves. Donc quand l'économie rejoint l'écologie, l'économie n'est pas punitive, et l'éco-citoyen et le consommateur y trouvent son compte, oui, assurément. Sylvain Giraud, en tant que vice-président de l'Alliance des experts, je vais y arriver, l'Alliance nationale des experts automobiles, est-ce qu'il y a déjà un changement d'habitude quand vous êtes en concession, quand vous êtes chez les garagistes? Est-ce que tout le monde a bien commencé à prendre le virage? Tout le monde est prêt? Il se passe quoi? Ça change quelque chose dans votre vie d'expert? Alors, il faut savoir que ce fonctionnement, je dirais, de l'emploi de pièces de réemploi, on va dire dites de réemploi,
ou en tout cas lié à ce décret et cette loi sur l'économie circulaire, aujourd'hui vient inscrire dans le marbre un fonctionnement qui existait déjà. D'accord. Alors C'est effectivement, pas une nouveauté pour vous. alors donc. évidemment, ce n'était pas contractuel, ce n'était pas punitif, mais on avait déjà, avec les professionnels de la réparation automobile, ce mode de fonctionnement, notamment pour sauver des véhicules qui Tout pouvaient à être fait. économiquement non Et la réparables. réparation au meilleur prix. Évidemment, en tout cas au juste prix. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les assureurs sont sur un marché extrêmement concurrentiel. C'est clair. Et donc, un véhicule économiquement non réparable, c'est potentiellement un assuré qui part dans la nature. Hein, donc, l'assuré, s'il doit changer son véhicule, il va voir un concessionnaire, il a une proposition d'assurance. Il va lui vendre du financement, de Évidemment, l'assurance. il va aller voir son banquier pour avoir un petit financement, il va lui proposer une assurance, et puis il va rentrer chez lui, il va aller se promener sur Google, et puis il va avoir 5 propositions d'assurance. Donc, effectivement, l'assureur a compris aujourd'hui qu'un véhicule économiquement non réparable, c'était potentiellement un assuré Qui lui échappait. qui lui échappait. D'accord. Donc l'idée, c'est de dire aujourd'hui, on garde la main sur le pouvoir de décision du propriétaire du véhicule, qui effectivement, lui, est capable de dire sur un véhicule qui est économiquement non réparable, sur des chiffres, on va dire, qui sont assez proches, c'est-à-dire que si effectivement on a 20 000 euros de réparation et on a un véhicule qui vaut 5 000 euros, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de débat. C'est clair. En revanche, si effectivement on a un véhicule qui coûte 12 000 euros et qu'on a 13 000 euros de réparation, là ça a du sens, Oui, effectivement. sur la frange pour permettre Évidemment, la de demander au réparabilité propriétaire du véhicule s'il est d'accord ou pas, s'il souhaite ou pas conserver son véhicule. Et là, on peut mettre en place un processus de réparation avec des pièces de réemploi. Et on a un système qui est vertueux finalement, puisque le propriétaire garde son véhicule, c'est ce qu'il souhaitait, Oui. et on maîtrise la charge sinistre. Et donc, in fine, c'est bon pour tout le monde, parce que Oui. vous savez que de toute façon, si le coût de la réparation augmente, demain, c'est le particulier, c'est l'assureur qui paiera plus cher ses cotisations d'assurance. Bien sûr, et puis on a vu que de toute façon l'état du parc s'était amélioré grâce au contrôle technique, la fameuse 4-2-2, avant les 4 premières années du véhicule, ensuite tous les 2 ans, les gens réinvestissent 200-300 euros à chaque fois au moment du contrôle, soit ils le font leur propre chef, soit ils le font parce qu'il y a une contre-visite, donc le véhicule est en meilleur état. A priori, d'après les micro-trottoirs qu'on a fait, la plupart des gens se disent de toute façon pour rouler à 130 km/h maximum sur autoroute, j'ai remis 200 euros dans ma voiture, je vais bien la garder 2 ans de plus. Et il est vrai que du coup, l'automobile durable, c'est aussi une automobile régulièrement entretenue qu'on peut garder un petit peu plus longtemps. Par contre, il faut garder à l'esprit que demain, et c'est encore plus vrai avec cette loi, le réparateur devient prescripteur. C'est-à-dire que nous, on intervient dans le cadre de l'expertise collision après que le réparateur ait rencontré le propriétaire du véhicule. Donc si le réparateur n'est pas prescripteur de la pose de pièces de réemploi avec la pédagogie qui va bien, ça ne fonctionnera pas. D'accord, mais j'avais cru comprendre que la loi lui en faisait obligation de toute façon, qu'il soit d'accord ou pas. Non, la loi lui fait obligation. Obligation de proposer. C'est ça, de lui dire gentiment, vous devez, on peut Bien sûr. vous mettre des pièces de réemploi, et c'est possible. Sauf que comment c'est vendu, quelle pédagogie est faite Oui, au propriétaire bien du sûr. véhicule, ça on ne saura pas. Je fais assez confiance au consommateur, c'est son porte-monnaie qui est en jeu pour aller chez un professionnel qui ne lui propose pas de pièces de réemploi, lui poser la question, et si jamais on dit non monsieur, ça vous savez, je vous la conseille pas et tout, allez voir ailleurs, puisque aujourd'hui c'est le porte-monnaie qui souffre le plus. Quand le consommateur paye en direct, oui, mais quand les travaux sont pris en charge par l'assureur, non, Il n'a pas la main, ça c'est clair. il n'a pas la main. Ouais, c'est clair. Monsieur Bérozet, Loïc Bérozet, donc vous êtes PDG d'Indra, c'est un réseau des plus conséquents. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est 350 démolisseurs en France, Oui, qui totalisent 350 000 voitures détruites, enfin 280 000 réellement voitures détruites et 70 000 revendues dans l'État. d'accord. Et Indra, on a des chiffres d'ailleurs qui passent derrière. La société Indra fournit son réseau à hauteur de 100 000 véhicules, c'est-à-dire 30% de leur volume. D'accord. Et au niveau des actionnaires, vous avez Alors on a deux actionnaires, Oui. deux actionnaires à parité, un qui s'appelle Renault Oui, et l'autre qui s'appelle Suez. oui. Euh, Ça veut dire quoi? et je dois dire qu'au début, sur la pièce de réemploi, mais je vais revenir juste sur une petite chose Allez-y, je vous en que prie. vous avez donné sur l'introduction, c'était Oui. les chiffres. Vous avez Oui. donné quelques chiffres sur 1,5 million de véhicules Oui. détruits en France. Mhm. C'est faux, il y en a C'est- plus. Bon. Il y en a plus. Il y en a... J'avais des il y en a- chiffres pourtant de 2016. oui, qu'on non, mais m'annonçait vous allez voir, 2016. mais je vais Dites-moi vous tout. expliquer tout. Révélez-moi les secrets. En France, il s'immatricule d'à peu près 2 millions de voitures neuves par an. On détruit à peu près 2 millions de voitures. D'accord. Le chiffre officiel est 1,2 million. Oui. Mais vous avez... Donc j'étais pas mal avec un 5. million deux. Entre un 2 et Il y a un 2, million deux. avec un 5, j'étais pas mal.
Vous avez J'aime bien appelé avoir 800 raison. Après, il en manque 800 000. Ouais, ouais. Il en manque 800 000. Oui, c'est Bien d'accord. ce qui n'est pas Sur négligeable. les 800 000, vous en avez 600 000 qui passent sur la filière sauvage. Oui. Filière qui sauvage, appauvrit- filière sauvage, c'est une manière polie de dire de la décharge sauvage, c'est ça? Non? Ou c'est Non, des gens qui déconstruisent des gens qui chacun déconstruisent dans leur champ. D'accord. Un Et certain qui nombre. revendent sur Internet ensuite. Et qui revendent sur Internet éventuellement, dans le Bon Coin éventuellement, Oui. qui prennent des véhicules auprès des particuliers, qui ne sont pas forcément bien au courant de la loi, et qui proposent un service de débarrassage Oui, des vieilles oui. voitures, tout simplement. Sauf qu'après, la Et- carte grise, elle est dans la nature. Qu'est-ce qui se passe Ça, avec c'est autre chose, puisque effectivement, dans le cadre de la destruction d'une voiture, il y a effectivement la destruction physique, c'est une Oui. chose Et importante. il faut amener une Mais il y a preuve, aussi me semble-t-il. il y a la destruction papier, Bien qui est sûr. extrêmement importante. Bien sûr. Ce que, en général, le réseau agréé fait parfaitement bien. Oui. Le réseau Donc- agréé va à la fois détruire physiquement et détruire Donc- administrativement le véhicule. D'autant plus qu'on n'y est pas encore, mais avec le SIV, le nouveau système d'immatriculation des véhicules, bon, on n'est pas encore sur des véhicules. Alors le de problème, 15 ans c'est qu'il d'âge. faut attendre, le SIV s'est mis en place en 2008, Bien sûr. donc il faut attendre Le 15 renouvellement. ans hein, Oui, pour oui. que les voitures arrivent. Là, je pense qu'on aura des Absolument. choses un peu plus... Je crois que le taux de possession moyen en France est 8,9 ans, me semble-t-il, de Alors c'est mémoire. ça c'est considérablement... Vous voulez me ça fâcher, a vous allez vieilli, dire que je suis désolé, mais ça a vieilli. tous mes chiffres ne sont plus quand bons. vous dites le parc moyen, Non, je parlais du taux de possession moyen, le nombre Neuf. d'années pendant 9, lequel 9 ans. 9,7. 9,7. Ça, c'est l'âge du parc. C'est l'âge moyen du parc, ça. L'âge du Parce parc que- est plus près de 10 ans. Puisqu'en Non, fait, l'âge du parc, il est plus élevé. Ah, que ça. on Oui, a oui, un oui. un Combien combat l'âge du parc d'experts. Non, mais allez-y, dites-moi, c'est parce que j'avais ce chiffre en Non, mais tête. la- Du coup, l'âge l'âge du- du parc, les 33 millions de voitures qu'on a. 35, oui, c'est ça à peu près. Ouais. Quel est l'âge du parc, du coup Pour moi, il est de 12 ans, mais bon... Ah non, je crois que quand on regarde les chiffres du CCFA qui... Non, mais je vous fais confiance. Non, mais largement plus expert que moi dans ce domaine. non, pas du tout, mais Non, c'est Je, qu'on- je on est crois plus proche d'ailleurs de 9 ans, qu'il de 9 ans. augmente de 3 mois par année depuis quelques années. Donc le On- parc exact. vieillit. Ouais. Ouais. Oui, le parc Le vieillit, parc mais vieillit. on a eu avec la prime à la casse, on a eu un effet qui a temporairement. par Un effet définition. chasse d'eau, si je puis me permettre. Oui, on a stabilisé l'âge moyen du parc, mais maintenant l'effet prime à la casse est passé. On est reparti dans cette dynamique effectivement de vieillissement du parc. D'accord. Signe de la difficulté des temps ou d'autres choses d'ailleurs, d'un rapport à l'automobile qui peut-être pour certains a changé. Oui, vous parlez quoi des habitudes d'autopartage, des choses de Par genre exemple, oui. Oui, parce que moi j'ai lu plein ou de de trucs. besoins d'arbitrage budgétaire avec Oui. d'autres passions ou centres d'intérêt. Parce que j'ai lu beaucoup d'études et je pense que Flavien peut en parler, puisque parmi les études que j'ai lues, il y en avait une qui provenait de son observatoire, qui disait que les Français aimaient toujours bien leur voiture et qu'ils étaient toujours preneurs, en assez grande proportion, plus de la moitié de voitures neuves. Donc mais, il n'y a pas de désamour de la voiture. à non, ce niveau-là. mais on voit malgré tout qu'on passe quand même de la possession à l'usage. Enfin, notre génération C'est clair, était sur la possession. c'est clair. Vous demandez aujourd'hui à un jeune de 25 Ils ans sont beaucoup moins qui a fait un concernés. voyage Paris-Tours, il l'a fait par Blablacar, il ne connaît pas la marque, il ne connaît pas le modèle de la voiture. Par Bien contre, sûr. il va vous dire, j'ai rencontré une Ouais. personne qui était sympa avec moi, qui a Ce voyagé qui avec moi. Donc, l'intéressait, c'était le service. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est vrai, on s'éloigne un peu de la voiture durable, mais les jeunes sont plus ouverts aux nouvelles formes de mobilité. Très clairement, les moins de 30 ans, on le voit dans toutes les études, quand on segmente par tranche d'âge, les moins de 30 ans sont plus ouverts au covoiturage, à l'autopartage, etc. Mais il y a un indicateur que moi je suis avec attention, c'est l'âge moyen du passage du permis de conduire. Il y a une spécificité parisienne, très clairement, des grandes agglos, Lyon, Marseille, Paris, où là, l'âge, effectivement, est décalé. Ouais. Mais par contre, dans les autres villes, dans le reste de la France, il y a une vraie fracture territoriale dans ce domaine. Dans le reste de la France, les jeunes continuent à passer leur permis de conduire à 19 ans en moyenne. Oui, Parce qu'ils en ont besoin, tout oui, simplement. c'est lié à la moindre couverture en transport en commun. Je veux dire, Absolument. quand vous attendez un autocar pour aller en ville pendant une demi-heure et qu'ensuite vous avez 1 heure de trajet, c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir une petite auto d'occasion. Alors, puisqu'on était sur les jeunes, Careco en 2014 a fait faire un sondage BVA Oui. sur. On a demandé aux Français est-ce que vous seriez favorable à l'utilisation de la pièce de réemploi pour réparer votre véhicule. En 2014. Voilà, 2014, les 2 tiers des Français se sont montrés favorables Oui. et sans surprise ou avec surprise, les plus favorables et de loin étaient les jeunes. Mhm. Alors probablement parce qu'ils ont des Des plus questions de vieilles budget. voitures et des questions budgétaires, mais moi j'en conclus que la jeunesse est pleine de sagesse. c'est rassurant. Et vous n'êtes pas intéressé pour dire ça, évidemment. Monsieur Bérosé, vous vouliez réagir Alors là-dessus? oui, pour en revenir à la pièce de réemploi, parce que c'est le sujet un peu du jour, il faut bien comprendre que ce n'est pas une chose simple.
Non, c'est clair. C'est une c'est chose clair. un peu compliquée. C'est pas parce que vous avez une loi qui détermine qu'il faut obliger les gens. Encore faut-il que les gens aient la possibilité de trouver les pièces, ce qui n'est pas forcément évident. Et cela demande de la part des démolisseurs une très grande discipline. Ils ont considérablement évolué depuis ces 6 dernières années. Ce ne sont plus les méchants ferrailleurs qu'on a cités pendant des années. Ils sont plus du tout organisés de la même manière. Certains ont des vraies concessions. Il y en a dans le réseau Careco, il y en a chez nous aussi, qui ont une organisation un peu comme un concessionnaire automobile, c'est-à-dire qu'ils vont tracer la pièce. Et c'est extrêmement important. Oui, il y a des codes barres sur toutes Parce les que pièces. dans une pièce, je vais vous prendre un exemple assez simple. Vous prenez un alternateur de voiture. Cet alternateur, vous savez que les constructeurs ont des marketeurs qui sont très très créatifs pour inventer des séries spéciales. Ce qu'on appelle, on fait du mécano, donc on modifie la base et puis on la transforme. Et ça pose des problèmes derrière un démolisseur ou un centre VHU grévé qui va rencontrer des problèmes pour qualifier la pièce. Et la qualification de la pièce, je prends un exemple simple. Un alternateur, vous avez un véhicule, il est essence ou diesel, c'est pas le même. C'est clair. Il est climatisé, il n'est pas climatisé, c'est pas le même. Et il est climatisé automatique ou manuel, c'est pas le même. Oui, Parce qu'à chaque fois, l'ampérage change. Donc tout ça fait que derrière, on est obligé de qualifier. Il y a à la fois un système qui s'appelle Global Pereux, on en a un qui s'appelle Précis, qui fonctionne et qui essaye de trouver les meilleures qualifications possibles de la pièce. Pour pouvoir commercialiser de manière correcte les pièces. La bonne pièce pour la bonne voiture. Absolument, c'est oui, extrêmement important. Et au-delà de ça, la nécessité qu'a un démolisseur derrière de gérer son stock. Il faut qu'il localise pour qu'il aille chercher la pièce qui est appelée par... C'est clair, s'il par fait patienter le client en disant On est bien d'accord. patientez une petite heure, je suis en train de chercher votre Et pièce. ça, c'est une évolution très forte de la part d'un certain nombre de démolisseurs depuis ces 4 dernières années, D'accord. où ils ont été obligés de s'informatiser, etc. Et alors bon, pour Careco, je sais qu'ils ont une très belle vitrine internet, c'est normal puisque c'est comme ça que ça peut fonctionner. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Vous vendez aux particuliers, vous aussi Non, ou pas? alors vous nous ne vendez pas aux particuliers. nous avons un système précis qui est partagé avec une société qui s'appelle Sidexa, qui est assez connue dans le milieu automobile. Qui fait de l'expertise. On s'est associé à eux parce qu'on considère qu'ils ont la meilleure qualification possible au niveau des pièces. Ils ont une base de données absolument remarquable. Donc effectivement, on constate depuis 3 ans que nous n'avons aucune erreur sur la qualification de la pièce. Mais c'est un système que l'on a voulu B2B, donc vraiment business to business. Et oui, pas c'est bien de préciser. Normalement, tout le business monde to connaît. customer, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on répond à un cahier des charges. En fait, on essaye de faire attention aux prescripteurs que sont les experts, que sont les assureurs, que sont les constructeurs, puisque les constructeurs s'y intéressent de très près. C'est clair. Aussi, Renault, ils ont bien des sûr. obligations également. Renault, bien sûr, mais Peugeot aussi a adhéré à Précis. Et donc le sujet, c'est de répondre à un cahier des charges. Leur cahier des charges est assez simple. À la base, pas toujours facile à mettre en œuvre. Nous voulons un prix unique dans toute la France, quel que soit l'endroit où je situe la pièce. Bien sûr. Parce que sinon, on ne peut pas jouer. 2, on veut que vous maîtrisiez parfaitement la logistique et donc la livraison de la pièce, parce qu'on gère des véhicules mobilisés. Il est hors de question que derrière, on donne une insatisfaction client. Bien sûr. Et 3, une parfaite qualification de la pièce, puisque ça, c'était le cahier des charges de base que nous avons... et nous avons essayé de répondre à ce cahier des charges. Donc c'est un système complètement fermé aux professionnels. D'accord. Alors je vais citer des chiffres, je prends des risques encore, puisque vous risquez de me dire qu'ils ne sont pas les bons. Je vais me méfier parce que là, après, derrière, j'ai un autre expert. Non, mais nous sommes là pour débattre, et donc j'accepte la critique. A priori, une voiture d'1 tonne, ça contient 75% d'acier et de fer, soit environ 750 kg, 12% de matière plastique, soit 120 kg, du caoutchouc, du verre, du textile, des liquides. Du coup, ça fait quelque chose d'extrêmement compliqué à déconstruire. Oui, alors c'est extrêmement complexe, mais finalement, quand on regarde la filière automobile, on se rend compte qu'elle est extrêmement structurée et plutôt en avance. Oui. Plutôt en avance, parce qu'en France, officiellement, seuls les centres VHU agréés sont habilités à traiter les véhicules et à commercialiser de la pièce de réemploi. Alors, M. Bérosé, à juste titre, tout à l'heure, parlait de la filière illégale, on peut s'en plaindre. Mais il y a peu de secteurs d'activité où l'activité de dépollution et de réemploi
est aussi aussi bien structurée et aussi en avance qu'elle l'est dans le secteur automobile, avec de surcroît toute la complexité que vous indiquiez tout de suite en citant les chiffres, parce qu'une voiture, c'est plein de produits polluants de toute nature. Donc, ne tombons pas dans l'autoflagellation, et au contraire, on peut se réjouir que notre secteur d'activité soit aussi bien structuré. Alors, je vais vous citer encore 2 chiffres, et puis après, je vois que Flavien brûle d'impatience de réintervenir. Selon l'ADEME, le taux de réemploi actuel et le taux de réemploi et de valorisation actuel des VHU, donc les véhicules hors d'usage, est d'environ 81%, alors que la directive européenne a fixé ce taux à 95% pour 2015. Donc visiblement, on n'y est pas encore tout à fait, mais on en est pas C'est un loin. taux moyen, hein, il y a 1500 centres... 91. 91. Oui. Décidément, je crois. Oui. Je suis presque sûr. Bon, donc c'est Bon, un taux 81, c'est un taux un peu ancien. C'est un J'ai taux 91, moyen. mais on n'y est pas quand même. Non, mais j'ai bien compris, je ne citerai plus. Il y en a aucun chez chiffre. Indra comme chez nous Oui. qui sont à ce taux, mais comme c'est un taux moyen sur l'ensemble des établissements de recyclage en France, il est tiré un peu à la baisse. C'est clair, Flavien. Non, moi je voudrais effectivement, ce que vous dites est parfaitement exact, c'est-à-dire qu'on a quand même une filière automobile qui, sur ces 20-30 dernières années, a fait des progrès révolution. Considérables. Alors là, on parle effectivement du véhicule hors d'usage, mais c'est vrai, mais c'est aussi vrai en amont, j'ai envie de dire, du côté des constructeurs, en matière de réduction de pollution, et en dépit du Dieselgate, je crois qu'il y a quand même peu de secteurs industriels qui ont fait autant de progrès d'un point de vue environnemental que l'industrie automobile. Alors bien sûr, il y a la contrainte de la réglementation, parce que naturellement, les constructeurs auraient peut-être pas fait autant d'efforts pour dépolluer les véhicules, mais il faut quand même saluer ces progrès considérables ces dernières années, et je crois que si tous les secteurs industriels étaient au même niveau d'avancement en termes environnementaux, on serait encore bien meilleur. Je rajoute juste un point, parce que tout à l'heure j'écoutais effectivement ce qui a été dit par rapport à la loi sur la transition énergétique et notamment les décrets d'application qui vont rentrer bientôt en application au 1er janvier. Moi je suis toujours, c'est une analyse personnelle, mais je suis toujours un peu dubitatif quand la loi veut tout normer, tout régler. On est dans un pays quand même où on n'arrête pas de faire des lois, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et on veut forcer tout le monde à faire comme ci, comme ça. Alors là on va forcer, obliger les professionnels à bien proposer. Là on ne sait pas comment ce sera vérifié, mais il faut absolument qu'ils proposent des pièces de réemploi. C'est pas très concret. Oui, c'est un peu comme si on disait aux concessionnaires, on va vous obliger à proposer à vos clients à la fois des voitures neuves, mais aussi des voitures d'occasion. Mais l'automobiliste, il fait son choix, quoi. Il est libre. Et on n'a pas besoin de lui dire, il y a des voitures neuves et des voitures d'occasion. Et je pense que le marché, alors peut-être que ça ira plus vite maintenant avec cette loi, on verra bien, mais que naturellement, s'il y avait eu des pièces de réemploi avec tout ce qui est dit sur la traçabilité des pièces sur le marché à des prix bien inférieurs, naturellement, les automobilistes se seraient tournés vers ce marché, même sans loi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Juste un mot, dans le réseau Careco, plus de 50% du chiffre d'affaires, historiquement, sans attendre le décret, plus de 50% du chiffre d'affaires est réalisé avec des réparateurs. Donc vous le disiez tout à l'heure, les professionnels n'ont pas attendu le décret de loi pour promouvoir la pièce de réemploi. Ceci dit, le décret, la loi nouvelle, elle insuffle un souffle nouveau, elle formalise une pratique qui existait déjà. Donc on ne va pas se plaindre, hein, ça va donner un mouvement supplémentaire, mais il ne s'agit absolument pas de taper sur les doigts de nos principaux clients, qui sont les réparateurs et qui historiquement ont bien fait le job quand il fallait sauver une voiture, ou qu'à l'évidence, le client, la cliente n'avait pas d'autre choix que, parce que le garagiste avait tout de suite compris que s'il proposait 4 amortisseurs neufs, ça passerait pas. Bien sûr, mais on peut imaginer que, je veux dire, vos réparateurs, ceux qui vous commandent ces pièces et tout, ils sont face à un client qu'ils risquent de perdre. On en parlait tout à l'heure avec Sylvain Giraud, qui risque de vous perdre, qu'il risque de perdre parce que dit bah voilà monsieur, vous en avez pour 2000 € et le client dit non, c'est pas possible. Si on lui propose quelque chose, et j'aimerais bien en régie, dès qu'on va pouvoir, qu'on nous passe ce petit schéma sur les différences de prix de pièces entre voilà. Alors, il a une qualité, c'est pas forcément sa qualité graphique, mais c'est de bien montrer, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec vous tout à l'heure, jusqu'à 90% moins cher que du neuf. Alors, je sais pas si vous voulez commenter, mais sur une boîte de vitesse qui est une pièce des plus conséquentes, on passe de 2001 € à 290 €.
C'est quand même. Oui, donc quand je le disais tout à l'heure, quand l'économie rejoint l'écologie, ce qui est bon pour le porte-monnaie est aussi bon pour la planète. Le consommateur et l'éco-citoyen y trouvent son compte. Effectivement, ce sont des chiffres extrêmement importants de décrochage par rapport au prix du neuf. Ajoutons néanmoins qu'en ce qui concerne la poser une pièce d'occasion, c'est le même prix que de poser une pièce neuve. Hein. Bien sûr, on est bien d'accord. Sylvain Giraud, vous vouliez réagir? Il faut bien intégrer que ce système sera vertueux et trouvera son apogée si, le réparateur sur de la pièce de réemploi conserve une marge conséquente, ou en tout cas à minima Qui lui égale permettent de vivre, à la pièce neuve, bien sûr. sinon ça ne marchera pas. Mhm. Et 2, Vous pensez qu'elle peut être égale à de la pièce neuve sur de la pièce de mais non, réemploi? mais il le faut. Il le faut, Il le faut. Mais D'accord. sinon C'est voué à l'échec. Oui, sinon, ça ne marchera il est pas. Sinon, ça ne proposera marchera pas. Et Mhm. deuxième point, et là vous avez un rôle à jouer, qui est fondamental, c'est la qualité de la pièce. C'est clair. Si vous envoyez des pièces qui sont de mauvaise qualité, sur lesquelles le réparateur doit reprendre telle ou telle déformation, tel ou tel défaut pour que le véhicule soit remis dans des considérations techniques acceptables et soit réparé dans les règles de l'art, il faudra que ces deux points soient respectés, sinon ça ne marchera pas. Mais a priori, on ne peut pas tout proposer comme pièces de réemploi. Il y a des pièces de sécurité qui ne font pas partie. Juridiquement, rien ne l'interdit. À part les dispositifs pyrotechniques, en pratique, il n'y a pas un garagiste ni un centre VHU qui va proposer des plaquettes d'occasion et de l'huile d'occasion. Et quand vous parliez de pyrotechnie, j'imagine qu'il s'agit des airbags. Des airbags, voilà. Il n'y a Des pas le droit de les airbags, vendre à des particuliers. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, quand on regarde le marché du VO, aujourd'hui les concessionnaires gagnent plus d'argent sur le VO que sur le VN. Oui. Il faut être clair. Ils par s'en contre, vendent 3 points. La oui, puis proportion, même à c'est 3 la points. marge à la voiture, enfin, ils gagnent plus d'argent. Et effectivement, pour que ça fonctionne, il faut que les réparateurs gagnent bien leur vie dessus, ou en tout cas gagnent leur vie de la même façon que sur le neuf, sachant que, oui, on retrouve la même chose sur le véhicule d'occasion. Ce qui est important, c'est le sourcing, effectivement, c'est de savoir d'où viennent les véhicules, bien acheter les véhicules. Ben là, ce sera pareil pour les pièces. Deux critères fondamentaux pour revenir à notre sujet, l'économie. La voiture est-elle durable? Sur la PRE, qualité des pièces, vous l'avez dit, pièces de réemploi. Oui, Ah, on donc, n'est pas forcément, c'est pas que des professionnels qui nous écoutent. Premier critère, qualité de la pièce. Deuxième critère, M. Bérosé, il faisait référence tout à l'heure, traçabilité. Traçabilité. Oui, mais Le consommateur comme le professionnel, ils ont besoin d'être garantis sur l'origine de la pièce et sa qualité. Oui, parce que quelque part, on pouvait se poser la question, est-ce que ça ne serait pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, si vous me pardonnez l'expression, pour de la pièce sud-asiatique, sud-est asiatique ou des choses du Alors genre. justement, la pièce d'occasion, elle a ce mérite, c'est qu'elle est produite en France. C'est de la pièce d'origine. C'est de la pièce d'origine produite en France par une main-d'œuvre locale, par une main-d'œuvre En totalité, française. moi j'avais l'impression qu'on avait des Sur- démarreurs, des choses comme ça qui Non, pouvaient venir du Japon. Non, ou- on n'importe pas de pièces d'occasion. Un démarreur d'occasion qui viendrait du Japon, à ma connaissance, ça n'existe pas. Non, là où il faut faire attention, on en parlait tout à l'heure, c'est la filière illégale. Il ne vous viendrait pas l'idée de démonter votre voiture dans votre jardin et de proposer, Moi, non. D'abord parce que je n'ai pas de jardin, mais- le pot d'échappement sur différents sites internet. Parce qu'il peut être beaucoup plus rentable quand on vole une voiture de la vendre en pièces. de la vendre en Bien pièces. sûr, bien sûr, c'est clair. Donc seuls les centres VHU agréés sont habilités à faire ce travail. Et dès lors que les professionnels seront amenés à proposer davantage la pièce de réemploi, ils n'iront certainement pas acheter la pièce de réemploi sur certains sites dont on taira le nom, mais ils s'adresseront à des centres VHU agréés qu'ils connaissent et qui leur fournissent des pièces de bonne qualité à l'origine garantie. Alors sans vouloir repartir sur un aspect un petit peu politique, malgré tout, moi je trouve ça très bien et je crois qu'on ne peut qu'applaudir au fait qu'on ait une solution grâce à ces pièces de réemploi pour faire durer des autos qu'ils méritent, parce qu'il y a des autos qui sont âgées mais qui ne sont pas forcément kilométrées, des personnes âgées, c'est tout ce qu'on recherche en occasion, une voiture de 15 000 km dans un état quasi neuf, même si elle a 10, 15 ans ou voire un peu plus, et de l'autre côté les politiques qui de plus en plus disent ces voitures-là, on ne veut plus les voir rouler chez nous. Ça dépend de quelle pièce on parle. Pour les normes pollution, oui, mais vous avez une voiture qui a 15 ans. Les 4 amortisseurs sont bons à changer. Est-il raisonnable de mettre 4 amortisseurs neufs sur une voiture qui a 15 ans? Vous doublez sa valeur vénale. Voilà, on a dit tout à l'heure, l'âge moyen c'est environ 9 ans, sans ergoter sur les chiffres, et l'âge moyen des véhicules dans nos parcs c'est 19 ans. Donc Oui, une on est d'accord, voiture qui a j'allais venir à 15 ce ans, chiffre.
Elle n'a Vous plus êtes que d'accord 4 sur ce ans chiffre. à vivre. Est-ce qu'on met bien des amortisseurs neufs sur une voiture qui, théoriquement, n'a plus que 4 ans? n'a plus Donc aucune valeur. c'est une question de bon sens. Bien sûr, et que nos amis les experts vont envoyer au pilon, normalement. Normalement. Non, pas du tout. Je vous ai expliqué en préambule. Je vous titille. Que le véhicule économiquement non réparable, aujourd'hui, pouvait être sauvé avec de la pièce de réemploi. Bien et sûr. qu'on était sur un système vertueux, puisqu'on avait un automobiliste qui était satisfait finalement de conserver son véhicule. Et on avait une maîtrise des coûts qui était cohérente. Et finalement, on avait un réparateur qui réparait une voiture et donc qui fait tourner son atelier. Alors, il y a que... Il y a juste Monsieur petite Bérosé, chose, concernant quelques chiffres. En France, on estime que la pièce de réemploi, c'est 300 millions d'euros. Sur un chiffre d'affaires, j'ai de pièces neuves de 15 milliards. Pardon, j'ai pas bien entendu. 300 millions 300 d'euros. millions d'euros D'accord. sur un chiffre d'affaires pièces neuves actuel de 15 milliards d'euros. Une goutte d'eau dans l'océan pour l'instant. 2%. donc. Oui. Je vais vous donner un chiffre américain. Alors les Américains sont, puisque vous savez comme on est associé à Donc ça va Silexa, être $1 alors. ils ont à l'intérieur de leur compagnie une société qui s'appelle Hollander, qui est un gros faiseur aux États-Unis de pièces d'occasion. Oui. Non, je ne vais pas vous le donner en dollars, je vais vous le donner en pourcentage. D'accord. Le pourcentage de 2% aux États-Unis est égal à 22% aux États-Unis. 2% en France, 22% aux États-Unis. Oui, bah c'est à la taille du Et pays. alors c'est un marché ouvert. l'échelle Non, du c'est pays. pas la taille du pays. Non. Attention, le Pourcentage. poids, je parle de pourcentage. Mhm. Le 300 millions qui représente 2% chez nous, c'est 22% aux États-Unis. Et Ouais. ils n'ont pas de loi qui les oblige Alors, à... ils n'ont pas de. Alors, le marché américain n'a rien à voir avec le marché français, on est bien clair. Il y a longtemps que les constructeurs se sont retirés du marché des pièces d'origine, etc., puisque le marché est un marché très ouvert. Mais vous disiez tout à l'heure, vous faisiez allusion tout à l'heure à la Chine, et éventuellement des pièces qui peuvent provenir. Ça n'a pas empêché la pièce de réemploi de se développer. Je pense que ça vient du problème de culture, tout simplement. La culture américaine n'est pas la même que celle en Europe. Il fallait défendre Beaucoup les plus big ouverte shows. à la capacité à vouloir réparer une voiture avec des pièces d'occasion, ça leur pose aucun problème. Le parc américain est plus ancien aussi, hein, donc c'est vrai aussi. C'est vrai que mais ça laisse imaginer qu'il y a de la place pour évoluer de manière importante sur la pièce de réemploi en France. Ce problème, il faut bien comprendre que c'est une vraie révolution culturelle, Mhm. pas simple, Mhm. parce que les particuliers n'ont pas pour habitude d'aller chez un démolisseur de manière naturelle, aller C'est voir. clair. C'est pas leur C'est truc. clair. Quoi, hein. On Problème en de parlait tout tirage, à l'heure, il y ce avait genre de la choses. réputation de ferrailleur, où on Absolument, trouvait tout à tout fait. et surtout Et n'importe encore quoi. sur l'imagerie des Max et les ferrailleurs. des choses Nous comme sommes ça, d'accord. ouais. Puis, Flavien. il faut dire aussi les choses. Les consommateurs, les automobilistes n'ont pas cette habitude, n'ont pas cette culture. Les constructeurs non plus, hein, les équipementiers non plus. Hein, ça ne va pas dans le sens de, Enfin, de leur business. Ils sont d'accord. sur un terrain intermédiaire avec des Motrio, des Euro-Répar, où effectivement c'est plus de la pièce siglée du constructeur, parce que le consommateur se dit pour avoir l'emballage avec le losange ou les chevrons, je vais payer 20% de plus que si je prends du Valeo, du Delphi. Ou Oui, mais quelque les chose constructeurs ont toujours eu tendance, et je peux le comprendre, à essayer d'être très de captifs. protéger, bien Très sûr. captif bien sur sûr. la pièce de rechange, et d'ailleurs on le voit sur l'entretien même du véhicule. Oui, mais on ils voit sont bien qu'aujourd'hui, concurrencés par les centres auto. oui, mais c'est de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que là où il suffisait d'ouvrir le capot et de mettre les mains dans le moteur il y a quelques années, aujourd'hui il faut être un informaticien, ordinateur. il faut des lignes de code. Donc c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a cette tendance à vouloir verrouiller. Parce que ça rapporte quand même pour les constructeurs, c'est quand même une source de rentabilité C'est importante. clair, c'est énorme. Autant que je sache, ils ne sont pas du tout hostiles à ce fameux décret sur la pièce de réemploi, puisqu'ils font le constat que, passé la période de garantie du véhicule, la clientèle Leur échappe. leur échappe. Bien sûr. Et par ailleurs, vous connaissez la législation française sur les pièces de robe qui protège au titre de la propriété Pièces de robe, les pièces de les carrosserie. pièces de carrosserie, au titre de la propriété intellectuelle, ces C'est pièces de clair. robe. C'était le gros débat il y a quelques Voilà années. le gros débat. Et donc, les pièces d'occasion, les pièces de carrosserie d'occasion Sont d'origine. d'origine, Bien hein. sûr. Et Voilà, offrent donc- les caractéristiques en cas de choc, les À caractéristiques ma de sécurité. connaissance, ils ne sont pas en guerre contre les dispositions du Non, parce que décret, cette économie circulaire leur c'est de profite. l'économie circulaire. Voilà. Oui. Non, mais enfin, il faut être quand même objectif. Il y avait quand même une réalité. Il était quand même plus difficile de faire accepter à un concessionnaire représentant d'une marque une pièce de réemploi qu'un réparateur indépendant. Faut pas, mais effectivement, faut faut dire pas la se raconter l'histoire. Non, hein, mais il je faut suis dire bien la d'accord. vérité. Je veux dire, On est à un tous moment donné, d'accord. nous, sur le terrain, on l'a Là, vu. Oui. Vous aviez un MRA indépendant qui allait facilement chercher des pièces de Bien réemploi. sûr. C'était même son Bien quotidien. sûr. C'était dans son modèle économique. Je suis désolé, mais le concessionnaire
a mis du temps à s'y mettre. Alors effectivement, il n'a plus le choix. Oui. Il n'a plus le choix, ce qui perd les clients. C'était plus simple pour lui Non, mais plus simple, et puis plus rémunérateur. N'est-ce pas? Il y a un levier Ah économique. oui, mais je quand croyais que vous m'aviez dit que la marge serait la Il y a- même il y sur a- les pièces il de y a le remploi levier que sur économique. les C'est pièces pour neuves. ça. C'est Non, mais pour ça que pour que ça marche, il faut que ce soit la même chose. Bien point de sûr. salut, point de salut, si la marge n'est pas la même. Oui, oui. Les pièces de réemploi sont tout sauf des pièces du pauvre, entre guillemets. Oui, non, mais il faut que le système soit vertueux, sinon ça ne marche pas. Et Bien les concessionnaires aujourd'hui viennent sur ce marché, tout simplement parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas le choix. Sinon, ils perdent les clients. Mais évidemment, mais ça a été compliqué. Oui, je ne suis pas en contradiction avec ce que vous dites, Évidemment. loin de là. Je me faisais un peu leur avocat, mais d'ailleurs, ils n'en ont pas besoin, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais les constructeurs, enfin, j'ai comme actionnaire un constructeur, Oui. Renault, pour ne pas le nommer, oui. pour ne pas le nommer. Mais vous en avez parlé tout à l'heure, oui. Renault est très engagé dans cette affaire. Bien parce sûr. Il utilise Indra pour comprendre aussi. Oui, Je veux oui. dire, il faut comprendre un peu ce qu'est ce marché, etc. Il y a une chose qui est importante, c'est que les constructeurs, en tout cas Renault, a découvert. Il faut bien comprendre que quand on vend une pièce d'occasion, vous vendez un capot. Vous n'avez pas tout. Oui. On Les regarde charnières, pas les tout. fixations, Il y tout a ça, toutes ça va les s'acheter en charnières, neuf. toutes les fixations, Ça va s'acheter en neuf. tous les insonorisants, etc. Je veux dire, quand vous vendez une porte, vous avez plein de trucs à vendre autour. Vous avez Bien plein de choses, des vis, des machins, des trucs. Et il faut bien comprendre que toute cette accessoirie autour de la pièce, c'est de toutes les façons. Le constructeur ne les fera pas. Il ne fera pas le chiffre d'affaires. Bien sûr. Et ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui, finalement, la pièce d'occasion n'est pas forcément un ennemi, mais peut être un allié au développement de leur chiffre d'affaires, Ah leur oui. propre chiffre C'est d'affaires. une corde de plus à Alors, leur c'est arc. pas toujours évident, on est d'accord. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que dans ce bas monde, on reste quand même sur des considérations bassement financières et qu'effectivement, on s'aperçoit que Et c'est clair. Renault, pour pas le nommer, du coup a pris des parts finalement chez un épaviste, entre guillemets, même si c'est un peu réducteur évidemment, chez Indra, pour On être va dire un présent sur, constructeur. en tout cas pour être présent On sur n'est tous les pas marchés. épaviste, En tout mais, cas sur les marchés. Non mais je caricature volontairement, mais vous comprenez qu'effectivement, et donc du coup, l'approche change. Et alors, est-ce que vos liens privilégiés avec Renault font que vous récupérez beaucoup de choses qui proviennent du réseau? Est-ce que vous avez des accords Alors, particuliers? on a plusieurs métiers chez Indra. On a la gestion distribution qui est la capacité de fournir des voitures à un réseau. Bon, ça c'est une chose. On a les métiers de l'animation du réseau. Ça c'est pour atteindre les 95%, ou les faire atteindre les 95% de la directive européenne. C'est pas quelque chose de facile. Comme Pour vous être certain l'imaginez. qu'il y ait une bonne remontée de Et ces après, pièces. on a toute la partie engineering et on a 2 sites de déconstruction. Ça nous permet dont un classique, ça nous permet d'être au plus près du métier de démolisseur pour mieux les animer. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, effectivement, Renault a pris des participations à hauteur de 50% chez Indra. Et nous organisons autour de Renault, enfin pour Renault d'ailleurs, et pour Suez, puisque quelque part la matière sont des enjeux. La matière, c'est des enjeux extrêmement stratégiques à 10 ans. Les constructeurs s'accordent à le dire. Et donc nous récupérons un certain nombre, ça nous permet d'organiser les filières aussi, les filières matières. Donc on récupère le polypropylène, le cuivre, Oui. l'aluminium, le fer. Oui. Alors le fer, Renault est pas intéressé, mais il est intéressé par tout ce qui est pot catalytique, cuivre. Il y a des métaux précieux et non, dedans. on est le dans, cuivre. dans ce qu'on appelle les boucles courtes, c'est-à-dire que on collecte auprès de notre réseau, polypropylène par exemple, on donne ça à un recycleur qui va lui-même en faire de la granulation. Et Renault réinjecte après dans l'industrie Oui. pour refaire des pare-chocs Oui. de Ou des mousses la de table matière, de bord, ou matière ou issue des ciels de toit, de l'insonorisant capot, des choses. Absolument, des choses de tout à genre. fait. Tout à fait. Bah, on est On est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, Ouais, la le cercle récupération et vertueux la réutilisation. qu'on évoquait tout à l'heure. Mm. Alors moi, il y a une chose, je profite de ce que j'ai 4 experts, puisque visiblement, je n'ai pas les bons chiffres. Donc, pour vous poser une question, il y a une légende urbaine qui dit que les constructeurs sont obligés de fournir des pièces pour les véhicules d'au moins jusqu'à 10 ans. C'est vrai, c'est faux, c'est le monstre Ouais, de c'est ce Lockheed. que- Moi, je viens de chez les constructeurs, donc Oui. j'ai passé 30 ans de ma vie. Donc, alors, pour ce que j'en sais, c'est vrai. Oui. Mais encore une fois, si Même vous me posez la réponse. question, c'est que vous avez des doutes. Donc, Même c'est pour ça, réponse, je suis c'est- prudent. Il faudra leur poser la question à eux. Justement, aidez-moi à lever les doutes. C'est ce que je croyais savoir, jusqu'à ans, plus c'est une ample obligation, informé. ouais. Oui. Donc une obligation réglementaire de fournir des pièces pour des voitures sorties 10 ans auparavant.
On est d'accord là-dessus? Et je crois même que c'est une directive européenne, ce truc. Une directive Je ne européenne. suis pas sûr que ce soit propre à la construction automobile d'ailleurs. Je D'accord. me demande Non, si non, c'est je me pas demande si pour tous les l'électroménager biens, n'est pas tous conforme. les biens donc- manufacturés donc- d'une certaine ça, valeur. serait dans le code de la consommation français. À vérifier. Sans mauvais jeu de mots là. On Mais parle de encore une fois, il faut consommation. vérifier, vous posez la question aux constructeurs. Oui, Ils ne sont oui. pas loin. Oui, oui, tout à fait. Alors il y a aussi quelque chose, puisqu'on est dans l'automobile durable, on parle beaucoup de consommation, de pollution et tout. Moi, il y a un terme que j'aimerais bien que l'un d'entre vous, ou vous quatre, m'expliquiez. C'est cette fameuse expression du puits à la roue. Donc, je me trompe quand je dis que c'est du moment où on commence à fabriquer le premier écrou qui va servir à la construction de la voiture jusqu'à sa fin de vie. Alors, quand on veut faire un bilan global, un bilan environnemental, écologique, global d'une voiture, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, si on parle du produit en lui-même, effectivement, il y a la façon dont la voiture va être produite en elle-même. Est-ce que oui ou non, ça peut aller Est-ce que même c'est du une site de usine production. ISO 9000 et de Absolument, poussière. c'est la façon dont la voiture est assemblée. Les pièces aussi. Si on prend la voiture électrique, les batteries, fabriquer des batteries, c'est pas si simple que ça. Certaines avec des terres rares. Et puis après, effectivement, on en a parlé, la destruction du véhicule, le recyclage des pièces, et voiture électrique, pareil, recyclage des grosses batteries qu'on a sur les voitures électriques. Donc ça, c'est la première chose. Mais quand on parle du puits à la roue, on parle aussi de l'énergie que consomme la voiture, c'est-à-dire qu'on va aller regarder, bien sûr, ce qu'émet comme pollution la voiture au moment de l'utilisation. Tout à l'heure, on a parlé du diesel qui émet moins de CO2 que l'essence, mais plus de particules fines, plus d'autres choses. C'était Donc, vrai avec les Euro 5, ça l'est quasiment plus. ça l'est avec les quasiment Euro 6. plus. Mais sur le parc existant, c'est le cas. Et donc l'émission de polluants au moment de l'utilisation de la voiture, mais il faut aussi regarder, et c'est pour ça qu'on parle du puits à la roue, la façon dont l'énergie utilisée par la voiture est produite. Si on prend l'exemple de l'électricité, je reste dans l'électrique pour bien me faire comprendre, il faut regarder la façon dont l'électricité est produite. Est-ce que c'est de l'énergie nucléaire ou du charbon? Si c'est du charbon, évidemment, en matière de CO2, le bilan global n'est pas si vertueux que ça. On nous annonce en Chine, je crois, 10 millions de véhicules électriques à l'horizon 2020. Or, la Chine produit pas loin de 80% de son électricité avec des centrales à charbon. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est assez prometteur. Voilà. Alors après, une chose est sûre, c'est que si on prend, je reste encore une fois sur la voiture électrique, elle est imbattable en matière d'émissions de polluants locaux, c'est-à-dire que pas d'émissions polluantes, pas de bruit non plus. La pollution sonore est très importante aussi. Ça pose un problème nuisance justement importante. dans certains cas, Oui, avec des absolument. populations vieillissantes comme au Japon, où il y a des accidents de gens qui n'ont pas entendu arriver l'automobile. Absolument. Et donc du coup, pour faire un bilan, l'automobile est-elle durable? Pour faire un vrai bilan, il faut prendre tous ces éléments-là en compte. Je voyais les micros qui s'agitaient, d'un seul coup, plus personne ne veut réagir. Oui, si. Alors, de façon plus générale, en sortant même du secteur automobile, je crois que ce sont les Américains, États-Unis, ils ont un indicateur qu'ils appellent Earth Overshoot Day. On pourrait traduire ça comme le jour de l'overdose. Oui. Et c'est un indicateur qui mesure la capacité de la Terre à régénérer ses biocapacités en ressources naturelles. Au début des années 80, on était équilibré. À partir de 2014, le 19 août, nous avons consommé... Vous avez l'heure? Non, j'ai pas l'heure, mais j'ai le chiffre en tête. On a consommé Plus que en ce qu'on 8 pouvait. mois, Oui. plus que, ou l'équivalent de ce que la Terre pouvait régénérer. Donc la question qui se pose, c'est pour la fabrication, mais c'est aussi pour la consommation au quotidien des véhicules et au-delà. La question qui se pose, c'est est-ce que l'écologie est une option? Est-ce que l'économie circulaire est un concept fumeux ou doit être une réalité tangible et incontournable? Oui, non, je crois qu'on a la réponse. Quand on parle des pièces de réemploi, je ne vois pas qui pourrait dire que c'est une mauvaise solution. C'est clair, on recycle des pièces, ça serait un gâchis total d'aller concasser ces pièces alors qu'elles peuvent encore resservir, avoir une deuxième vie, sans mettre en danger ni ceux qui les utilisent, ni ceux qui vont croiser sur la route. Donc le portefeuille de l'automobiliste s'en porte bien, la planète s'en porte bien, il n'y a absolument aucune raison de s'en priver. Oui, mais personne ne s'en plaint, mais c'est une tendance générale, c'est-à-dire que si on regarde la montée en puissance de l'outil Internet favorise ça, c'est-à-dire que quand on parle d'économie collaborative, d'économie du partage, on est exactement dedans, c'est-à-dire qu'on optimise l'existant, les produits existants. Quand aujourd'hui sur Internet vous pouvez vendre vous-même vos meubles, là où avant vous pouvez les mettre à la casse ou je ne sais pas où vous débarrasser, aujourd'hui vous les remettez dans le circuit et ils servent à quelqu'un d'autre. Donc j'ai envie de dire que même sans loi,
On va vers ça, donc c'est plutôt encourageant. Oui, oui, mais c'est rassurant sur les habitudes de Au bémol consommation. près quand même, puisque je vais casser un peu l'ambiance là peut-être sur la fin, mais au bémol près quand même que finalement à conserver des véhicules anciens avec des pièces de réemploi et autres, du coup on garde des véhicules qui sont moins vertueux sur le plan technique. Oui. Et, Mais ça- et qui malheureusement polluent un peu plus que le véhicule. Mais ça, en revanche, vous serez d'accord avec moi, il existe éco-entretien et éco-diagnostic, me semble-t-il, qui peinent un petit peu à démarrer, mais qui pourraient résoudre une partie de ces problèmes du défaut d'entretien des véhicules qui vieillissants. résout en partie. En partie, j'ai En bien dit en partie. partie. Non, Oui. non, on est bien d'accord. Mais qui ne résout pas le problème, et vous avez raison de le souligner, le problème de sécurité routière, parce que ce sont des véhicules qui sont moins équipés en ABS, etc., en airbag, et donc en termes de sécurité routière, qui sont des véhicules qui sont mais plus là, dangereux. Non mais on n'a pas parlé effectivement de sécurité active, passive. Donc, Et on n'en parlera pas, puisque le temps qui nous était imparti était écoulé. Vous voyez, quand on s'amuse, le temps passe vite. Il me reste à vous remercier tous les quatre Merci, de votre merci. présence, de la qualité de votre intervention, et à vous souhaiter une bonne fin de mondiale. Merci à tous. Merci à vous. Merci Au à revoir. vous. Merci.